Cette vidéo vient en remplacement d'une des premières playlists du même nom que j'avais faiite lors de la création de cette chaîne et dont le son était vraiment de très mauvaise qualité. Cette fois, tout est regroupé dans une même vidéo qui du coup est assez longue, mais vous retrouverez dans sa description les liens pour accéder directement aux différentes parties qui vous intéressent. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les extensions de Meurize au niveau de la conception des données et en particulier les notions de contraintes. Vous devez au préalable avoir suivi le cours modèle relationnel et MCD pour bien comprendre les notions qui vont être abordées ou savoir déjà construire un MCD. Alors, les extensions de Meurize 2, donc qu'est-ce que Meurize 2 d'abord? En fait, Meurize 2 qui est né dans les années 90 est une extension de l'ancien modèle qui est né dans les années 70 et que je vous ai présenté, en tout cas au moins au niveau de la conception des données, dans le cours précédent. Alors, quelles sont les extensions justement qui ont été rajoutées au niveau de Meurize 2? Eh bien, il y a d'abord la gestion des objets spécialisés. Ça, c'est une notion que j'ai déjà présentée dans le cours précédent parce qu'elle simplifie énormément les choses. Donc, en fait, c'est la notion d'héritage. Par exemple, il existe des messages normaux et des messages urgents, et puis chacun a des points communs et des particularités. Simplification de certains formalismes. Là aussi, je vous ai montré cette notion dans le cours précédent, encore une fois parce que ça simplifie énormément les choses au niveau du modèle. Par exemple, un dossier contient des fiches numérotées par dossier et on avait vu la notion de lien relatif, de lien identifiant pour pouvoir numéroter les fiches par dossier. Donc on va revoir rapidement ces notions, mais on va surtout insister sur une nouvelle notion que vous ne connaissez pas encore. Normalement, c'est la visualisation de certaines contraintes. Par exemple, un salarié ne peut être à la fois animateur et participant d'un stage. Et pourtant, il faut bien relier salarié et stage pour connaître le ou les animateurs et le ou les participants. Et à ce niveau-là, on va voir effectivement qu'on peut rajouter un certain symbolisme sur le schéma qui va nous permettre de visualiser ces contraintes qui vont servir ensuite au niveau de la base de données. Alors justement, quelles sont les répercussions de toutes ces extensions? Bien, toutes ces extensions n'ont éventuellement de répercussions que dans la base de données. On peut éventuellement traduire certaines contraintes dans le programme, mais c'est fortement déconseillé. Donc, soit au niveau de la structure, on l'a déjà vu, au niveau évidemment des spécialisations, héritage et au niveau des liens relatifs, donc la structure de la base en est modifiée, soit à travers l'intégration de triggers et de procédures stockées, donc des programmes SQL directement intégrés dans la base de données. Et effectivement, cet aspect est intéressant et va traduire les contraintes. Et plus loin, je vous mettrai un lien vers le cours qui présente justement les triggers et les procédures stockées. Alors, revoyons rapidement la première extension que vous connaissez déjà, c'est la notion d'héritage ou de sous-type. Donc, voyons ça à travers un problème. Un message comporte une date et un contenu, donc ça c'est valable pour tous les messages. Par contre, il y a des messages urgents, et un message urgent comporte aussi le nombre de rappels à effectuer. Alors, la solution, c'est en fait de créer une entité spécifique qui contient les informations spécifiques, c'est-à-dire le nombre de rappels à effectuer pour les messages urgents, et mettre ce qui est générique, donc ce qui est commun à tous les messages, dans le surtype, c'est-à-dire dans l'entité mère. Donc ça va donner une entité mère qui contient la date et le contenu, ça c'est valable pour tous les messages, et puis une entité fille, un sous-type qui est donc message urgent, qui hérite de la mère, mais qui contient en plus le nombre de rappels qui est spécifique pour les messages urgents. Donc on a le surtype, entité générique ou entité mère, comme vous voulez, qui contient les informations communes, et puis le sous-type qui va contenir uniquement les informations spécifiques à l'entité fille. Au niveau du relationnel, qu'est-ce que ça donne? Bien, vous avez la relation message qui contient ID message, date et contenu avec l'ID message en clé primaire, comme on peut le voir ici, et puis message urgent, qui contient aussi des messages, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un message urgent, c'est un message, et qui contient en plus le nombre de rappels. Ce qui est intéressant, je vous le rappelle parce que vous l'aviez déjà vu dans le cours précédent, c'est que la clé primaire est aussi étrangère. Pourquoi? Parce que ID message, qui est donc l'ID message dans la clé primaire dans message urgent, que vous remarquez, on ne remet pas dans le schéma parce qu'on hérite de toute façon de l'identifiant de la mère, eh bien, il est en lien avec aussi l'identifiant de la mère. Pourquoi? Parce qu'à partir de message urgent, je dois pouvoir récupérer le reste des informations du message. Un message urgent, c'est un nombre de rappels, mais c'est aussi
une date et un contenu. Autre extension que vous connaissez déjà, qui simplifie en fait la représentation du schéma, mais qui ne change rien au niveau relationnel par contre, c'est le lien relatif. Donc voyons ça à travers un problème. Les dossiers comportent des fiches dont la numérotation redémarre à 1 pour chaque dossier. La solution, c'est que le numéro de la fiche doit être composé de l'identifiant du dossier plus un numéro séquentiel, plutôt qu'un numéro spécifique à la fiche. Là, ça va nous permettre vraiment de voir que la fiche est dans un dossier et elles sont numérotées par dossier. Donc au niveau représentation graphique, ça donne ceci. On retrouve, au lieu d'avoir une association entre un dossier et une entité numéro qui ne sert à rien pour obtenir la fiche, on a vraiment une entité fiche qui contient un numéro de fiche en identifiant une description, mais attention, on a un lien relatif ici, avec le 1,1 symbolisé avec le 1,1 entre parenthèses, et à ce moment-là, ça veut dire que l'idée du dossier n'est pas juste clé étrangère dans fiche, il est aussi clé primaire. Ça veut dire que la clé primaire de fiche, c'est numFiche plus ID dossier. Donc on a bien des fiches qui sont numérotées par dossier. Donc on parle ici d'entité forte, puisque c'est elle qui va donner sa clé primaire. On parle ici d'entité faible ou entité dépendante, parce qu'elle dépend de dossier. La fiche n'a pas de vie propre, elle ne vit que par rapport à un dossier. On parle d'identifiant relatif, parce qu'il est relatif en fait à dossier, hein, c'est pas juste numFiche, c'est numFiche plus ID dossier. Et puis on parle de lien identifiant ou de lien relatif. On parle aussi de contrainte d'identification, puisque fiche est contrainte d'être identifiée par rapport à dossier. Et c'est noté aussi un 1 avec un R entre parenthèses pour parler de lien relatif. Au niveau du relationnel, par rapport à une association entre un numéro séquentiel et un dossier, on obtient le même résultat, c'est-à-dire qu'on a bien la relation dossier qui contient ID dossier en clé primaire et date ouverture en attribut simple. Et puis on affiche, où vous remarquez que la clé primaire est bien composée de ID dossier plus numFiche. Et ID dossier, par contre, est clé étrangère aussi en référence à ID dossier de dossier, parce que vous voyez qu'on a bien un lien qui nous permet d'aller chercher le dossier correspondant à la fiche. Une autre simplification de représentation qu'on a eu l'occasion de voir dans le cours précédent, c'est la notion d'agrégation. Donc les meubles, par exemple, hein, les meubles ont un prix différent suivant leur couleur. Il faut gérer les commandes avec les quantités. Alors la solution, c'est que la ligne de commande concerne une commande d'un côté et puis un couple de l'autre, meubles et couleurs, puisque à chaque ligne de commande, il faut savoir quel est le meuble qu'on a commandé et dans quelle couleur on l'a commandé. Donc on a une entité meuble avec ID meuble et le nom, on a une entité couleur pour avoir la liste des couleurs, et puis on a une association, parce que bon, d'abord les meubles ne sont pas forcément proposés dans toutes les couleurs, et suivant les couleurs, on a des prix différents. Un meuble noir est plus cher qu'un meuble blanc, par exemple. Donc on a des prix unitaires qui varient suivant la couleur. Et au niveau de la commande, on veut, pour chaque ligne de commande, avoir les meubles commandés et en précisant la couleur commandée. Donc une ligne de commande, ça va concerner un meuble, une couleur et une commande. On pourrait faire une association ternaire en prenant meuble, couleur et commande, mais c'est quand même plus pertinent et plus puissant de faire le lien directement avec le tarif. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, déjà, les meubles ne sont pas proposés forcément dans toutes les couleurs. Donc là, on voit bien que ce qu'on récupère sur la ligne de commande, c'est vraiment le couple meuble-couleur, le couple qui existe et qui a un prix unitaire. Et au niveau relationnel, je vais présenter que la relation qui concerne ligne commande. On a bien un ID commande, hein, grâce à ce lien-là, on récupère l'ID commande, et puis grâce à ce lien, on récupère l'identifiant de tarif. Et l'identifiant de tarif, c'est ID meuble et ID couleur. D'où le fait qu'on retrouve ID meuble et ID couleur, qui sont donc associés à ID commande, les trois attributs qui vont servir de clé primaire à ligne commande. Alors souvent on dit que une association a autant de clés primaires que les liens directs qui l'entourent. Eh bien, dans ligne commande, attention, on a bien une clé primaire rattachée à commande, mais ce lien-là compte double puisqu'il est en association avec une autre association qui contient déjà deux identifiants pour la clé primaire. Donc on a bien trois attributs pour la clé primaire, sachant que ID commande est clé étrangère en référence à ID commande de commande, hein, c'est grâce à ce lien-là. Et puis attention, ce lien-là
va nous faire un lien par rapport à une clé étrangère qui représente un couple. Donc c'est ID meuble, virgule ID couleur, qui est clé étrangère en référence au couple ID meuble, ID couleur de tarif. C'est bien avec tarif qu'on est lié, on n'est pas lié directement avec meuble ou avec couleur. Alors une autre représentation de l'agrégation, qui est d'ailleurs la représentation la plus connue, donc c'est faire une pseudo-entité, c'est-à-dire qu'on va regrouper tout l'ensemble meubles, couleurs et tarifs. Alors il y en a certains qui mettent les pointillés que autour de l'association, d'ailleurs, bon c'est une autre variante de présentation et ça marche aussi. Enfin, l'idée c'est de bien montrer que ligne commande est en relation avec le couple meubles-couleurs représenté par cette association. Abordons maintenant la notion la plus intéressante de ce cours, c'est la notion de contrainte. Donc qu'est-ce qu'une contrainte? En fait, elle apporte des informations complémentaires sur les dépendances entre des propriétés ou des objets. Alors évidemment, ça sera beaucoup plus clair quand on va voir des exemples. Donc quelles sont les retombées d'abord sur la base de données? Parce qu'on a vu que précédemment, sur la base de données, concrètement, il pouvait y avoir des modifications de structure. La structure de la base de données, dans ce cas-là, ne change pas. Il n'y a aucun changement à ce niveau-là. Par contre, c'est au niveau de la programmation qu'on va tenir compte des différentes contraintes. Alors, on peut très bien en tenir compte directement dans l'application, mais c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Parce qu'une contrainte permet de garder la base de données stable. On va le voir à travers des exemples. Donc, si vous avez plusieurs applications qui attaquent la même base de données, le problème qui peut se poser, c'est que peut-être une application va respecter les contraintes et une autre ne va pas les respecter. Or, nous, ce qu'on veut, c'est qu'effectivement, toutes les applications soient obligées de respecter ces contraintes. Du coup, il y a une solution, c'est d'écrire directement des programmes dans la base de données. On appelle ça des triggers et des procédures stockées, quelque chose qui va être abordé dans un autre cours, je vous donnerai le lien plus tard, et qui permet en fait, quelle que soit l'application, de forcer à respecter ces contraintes à l'intérieur de la base de données. Alors sur quoi portent ces contraintes? Et bien, en fait, il y a deux types de contraintes. Il y a les contraintes sur sous-type, c'est-à-dire au niveau des héritages, pour faire en sorte que les filles fonctionnent d'une certaine logique par rapport à la mère. Et puis il y a des contraintes sur association, de façon à ce qu'effectivement on respecte la présence de tupes ou la non-présence de tupes dans une association par rapport à un autre. Tout ceci va devenir évidemment beaucoup plus clair à travers les exemples que l'on va voir maintenant. Alors, une partie importante des contraintes est basée en fait sur deux notions fondamentales, c'est la notion de couverture et de disjonction ensembliste. On va faire un peu de maths. Donc, quand on parle de couverture, c'est que en fait chaque tube se trouve dans au moins un objet. Quand je parle d'objet, je parle d'entité ou d'association. Donc là, je ne donne pas encore d'exemple parce qu'on va les voir juste après, mais en gros, là, vous voyez avec cette représentation que les tuples qui sont présents dans, par exemple, la première entité, présents dans la deuxième entité, mais ne peuvent pas être présents à l'extérieur des deux entités. Donc, quand on a couverture, c'est qu'on a bien des tuples qui sont forcément présents dans les deux entités et ne peuvent pas être dans la partie assurée, donc dans la partie de l'ensemble global qu'on est en train d'étudier. Disjonction, c'est le contraire, un tuple ne peut pas appartenir à plus d'un objet. C'est-à-dire qu'on peut avoir des tuples dans l'entité 1, dans l'entité 2, ou association. On peut avoir des tuples à l'extérieur, dans l'ensemble global, mais ils ne peuvent pas être communs aux deux objets. Alors si ce n'est pas très clair, on va le voir à travers des exemples et vous allez mieux comprendre. On va voir donc ces notions de couverture et de disjonction. Donc pour chaque situation, vous allez dire s'il y a couverture et ou disjonction entre les éléments soulignés. Alors évidemment, pour chaque ligne, essayez de réfléchir sur la notion de couverture et la notion de disjonction avant de regarder, avant d'écouter l'explication et avant de regarder le résultat. Donc je commente le premier. Un réservoir est forcément enterré ou aérien. Alors, on parle de réservoir et on a, vous voyez, l'ensemble global c'est réservoir et les sous-ensembles c'est enterré ou aérien. Donc là, on vous dit bien que c'est forcément enterré ou aérien. Donc est-ce qu'on a couverture? Est-ce qu'il peut y avoir des réservoirs qui sont autres que enterrés ou aériens? Non, il ne peut pas y en avoir d'autres. Donc l'ensemble des réservoirs enterrés et aériens donne bien tous les réservoirs possibles. Donc on a bien la notion de couverture.
Est-ce qu'on a la notion de disjonction, c'est-à-dire qu'au niveau des deux sous-ensembles, c'est-à-dire enterré et aérien, est-ce qu'il peut y avoir des éléments communs, c'est-à-dire des réservoirs qui sont à la fois enterrés et aériens? Ben non, on ne peut pas avoir les deux en même temps. Donc on a bien disjonction entre les deux, c'est-à-dire que c'est soit enterré, soit aérien, ça ne peut pas être commun aux deux. Proposition suivante, une analyse est forcément sur un captage ou sur un réservoir, pas les deux en même temps. Donc là, on se retrouve dans la situation où on a forcément, encore une fois, soit un captage, soit un réservoir. Donc il ne peut pas y avoir des analyses qui sont ni des captages, ni des réservoirs, ni sur captage, ni sur réservoir. Donc on a bien couverture. Est-ce qu'on a disjonction? On nous dit bien pas les deux en même temps. Donc une analyse ne peut pas porter en même temps sur un captage et sur un réservoir. Donc il y a bien disjonction entre les deux. Proposition suivante, parmi les personnels, on veut connaître le service des personnels de bureau et la matière enseignée des professeurs. Et il existe aussi les personnels d'entretien. Donc est-ce qu'on a couverture? Donc le grand ensemble, on est d'accord que c'est personnel, et on nous propose deux sous-ensembles, personnel de bureau et professeur. Est-ce qu'on a couverture? On nous dit qu'il existe aussi les personnels d'entretien. Donc on voit bien que si on réunit personnel de bureau et professeur, on n'a pas tous les personnels, il manque les personnels d'entretien. Donc on n'a pas couverture. Maintenant, est-ce qu'on a disjonction entre les deux sous-ensembles qui sont soulignés, là, personnel de bureau et professeur? Eh bien, on a bien disjonction parce que, a priori, un personnel du bureau n'est pas un professeur et vice-versa. Donc, on a disjonction. Proposition suivante, un personnel ne peut pas être à la fois formateur et stagiaire d'un même stage. Alors, là, cette fois-ci, je regarde au niveau couverture, ça voudrait dire que si je fais la somme des formateurs et des stagiaires, si je prends tous les formateurs et les stagiaires d'un même stage, j'obtiens tous les personnels. Ce n'est pas le cas, parce qu'effectivement, on peut très bien avoir des personnels qui ne participent pas à ce stage, ni en tant que formateur, ni en tant que stagiaire. Donc il n'y a pas un Maintenant, est-ce qu'on a disjonction entre formateur et stagiaire à un même stage? On est toujours dans le cas d'un même stage. Donc effectivement, si un personnel intervient en tant que formateur, il n'est pas stagiaire de ce même stage. Il est soit stagiaire, soit formateur. Donc il y a bien disjonction entre formateur et stagiaire pour un personnel pour un même stage. Proposition suivante, une commande peut comporter des menus, elle peut aussi comporter des articles à la carte, voire les deux, mais au moins l'un des deux. Donc là, est-ce qu'on a couverture? Alors effectivement, on a dans la commande, on a des menus ou on a des articles à la carte, on n'a pas autre chose de possible, donc on a bien couverture. Est-ce qu'on a disjonction? On nous dit qu'il peut y avoir sur la commande, on peut avoir des menus et des articles à la carte. C'est pas soit des menus, soit des articles à la carte, puisqu'on nous dit voir les deux. Donc on n'a pas de disjonction, puisqu'il peut y avoir l'ensemble des deux. Voilà, c'était juste quelques petits exemples pour vous montrer ces notions de couverture et de disjonction. Maintenant, on va pouvoir vraiment les utiliser pour mettre en place des contraintes précises qui vont être basées sur ces notions de couverture et disjonction. Alors, commençons par la contrainte d'exclusion. Et on va reprendre justement l'exemple qu'on avait donné précédemment. Parmi les personnels, on veut connaître le service des personnels de bureau et la matière enseignée des professeurs. Et il existe aussi des personnels d'entretien. Donc on a un cas d'héritage classique, donc on a une entité mère qui contient les informations, on va dire, de tous les personnels, des personnels non grade par exemple, et puis on a les administratifs qui sont rattachés à un service. Alors pour simplifier, j'ai pas sorti l'entité service puisque c'est pas le but de cette explication. Et puis pour les enseignants, on a la matière enseignée. Donc un administratif n'a pas de matière, un enseignant n'a pas de service. Par contre, les deux ont un nom et un grade. On se retrouve dans le cas où on a non-couverture plus disjonction. Alors, je vous rappelle un peu ce qu'on a vu précédemment dans l'exercice. On a non-couverture, pourquoi? Parce que si j'ajoute les administratifs aux enseignants, je n'ai pas tous les personnels, puisque dans le sujet, on nous dit qu'il existe aussi des personnels d'entretien. Donc, les deux entités phi ne couvrent pas l'ensemble des personnels. Donc, il y a non-couverture. Par contre, il y a disjonction entre les deux entités phi. Pourquoi? Parce qu'un enseignant n'est pas un administratif et vice-versa. Ceci se note de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on va mettre un X pour représenter l'exclusion,
et on va faire des liens au niveau des branches d'héritage. Alors on verra que au niveau de certains logiciels comme WinDesign, la représentation est un peu différente, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule flèche qui va vers la mère et les deux liens qui vont vers les filles. Ça, ce sont des petites nuances, mais ça ne change pas le fait que l'exclusion va être symbolisée normalement par un X. Bon, dans la mesure du possible, les contraintes doivent être placées sur tous les héritages à partir de deux sous-types. C'est assez rare que l'on ait deux sous-types où il n'y a vraiment aucune contrainte à mettre. On va voir qu'il y a plusieurs autres contraintes, nuances de contraintes qu'on peut mettre évidemment sur les héritages. Donc la contrainte d'exclusion peut être faite sur héritage, mais elle peut être faite aussi sur association. Voyons à quoi ce que cela donne. Encore un exemple qu'on a déjà donné. Un personnel ne peut être à la fois formateur et stagiaire d'un même stage. Donc ça donne, alors on a une entité personnelle avec ID personnel et le nom, le stage avec ID stage et titre. On a une association formateur pour avoir quels sont les personnels qui vont être, le ou les personnels qui vont être formateurs d'un stage. Et puis on a une association stagiaire pour savoir quels sont les personnels qui vont être stagiaires à ce stage, en notant par exemple l'attribut présent pour enregistrer quels sont les stagiaires qui seront présents. Bien là, on a bien un cas de non-couverture entre formateur et stagiaire. Pourquoi non-couverture? Bien parce que les personnels, pour un même stage, ne sont pas tous formateurs ou stagiaires. Il y a des personnels qui ne participeront pas à ce stage, donc il n'y a pas de couverture. Par contre, il y a bien disjonction entre formateur et stagiaire, parce qu'effectivement, un personnel ne peut pas être à la fois formateur et stagiaire à un même stage. Eh bien, cela va se noter par la contrainte d'exclusion entre formateur et stagiaire. Ça respecte bien la non-couverture et la disjonction. On rajoute un petit détail par rapport à l'héritage, c'est ce qu'on appelle le pivot, qu'on va représenter sous forme de pointillé. Alors qu'est-ce que le pivot? En fait, c'est la clé concernée par la contrainte. Donc on dit qu'il y a exclusion entre formateurs, les associations formateurs et stagiaires, sur le couple récupéré par le pivot, c'est-à-dire les identifiants, sur le couple ID personnel, ID stage. Parce que c'est ce couple-là on va contrôler que si ce couple est présent dans formateur, il ne faut pas qu'il soit présent dans stagiaire et vice-versa, ce qui représente l'exclusion. Et ça, bien sûr, c'est quelque chose qu'on va évidemment contrôler par programme au niveau de la base de données. Donc, comment on lit un pivot? On dit qu'il y a contrainte, là vous voyez, il y a exclusion entre les associations, donc entre formateurs et stagiaires, sur le pivot, c'est-à-dire sur les clés qu'on a récupérées, les identifiants qu'on a récupérés par les pointillés. Alors, il est important de bien comprendre cette notion de pivot. Du coup, on va voir deux exemples. Attention donc au sens en fonction de la position du pivot. Et là, je pense que ça va vous aider, enfin j'espère que ça va vous aider à comprendre. Alors, imaginons que je mette qu'un pivot, des pointillés sur stage, avec toujours cette contrainte d'exclusion entre formateur et stagiaire. Alors, essayez de réfléchir à la phrase qui correspond par rapport à ce que je vous ai donné dans la diapo précédente, à ce que cela veut dire en français, cette histoire d'un seul pivot sur l'exclusion entre formateur et stagiaire. Donc, faites une pause et réfléchissez avant d'écouter la réponse. Alors, l'explication est la suivante. On dit qu'il y a exclusion entre formateur et stagiaire sur ID stage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ID stage, quel que soit le personnel, s'il est présent dans formateur, il ne doit pas être présent dans stagiaire, puisqu'il y a exclusion, et s'il est présent dans stagiaire, il n'est pas présent dans formateur. Donc ça veut dire qu'un stage a soit des stagiaires, soit des formateurs. C'est-à-dire que si jamais mon ID stage est présent dans stagiaire, je ne dois jamais l'avoir dans formateur. Donc si pour un stage, j'ai des stagiaires, je ne peux pas avoir le même ID stage dans formateur, donc je ne peux pas avoir de formateur. Et si jamais mon ID stage est présent dans formateur, quel que soit le personnel, eh bien, je ne peux pas l'avoir dans stagiaire. Donc, c'est un stage qui n'a que des formateurs et pas de stagiaires. Alors, évidemment, ce n'est pas logique du tout, mais c'était pour que vous compreniez le sens de la position du pivot et le fait qu'on vérifie vraiment l'identifiant récupéré par le pivot, la présence de cet identifiant dans les liens de la contrainte. Alors, prenons l'autre sens. Là, encore une fois, faites une pause, essayez de comprendre le sens de cette position du pivot avant d'écouter la correction.
Donc là, cette fois-ci, le pivot est sur idée personnelle. Ça veut dire quoi? Puisqu'on a exclusion entre formateur et stagiaire, ça veut dire que mon idée personnelle, s'il est une fois présent dans stagiaire, quel que soit le stage, puisqu'il n'y a pas de pivot sur stage, il ne doit jamais être présent dans formateur. Et s'il est présent dans formateur, il ne doit jamais être présent dans stagiaire. Donc ça veut dire qu'un personnel, il est soit toujours formateur, soit toujours stagiaire. Il suffit qu'il soit une fois présent dans formateur pour qu'il ait toujours l'étiquette formateur et qu'il n'ait jamais le droit d'être stagiaire à un stage. Et il suffit qu'il soit présent une fois dans stagiaire pour n'avoir jamais le droit d'être dans formateur. Vous voyez l'importance du pivot, d'où le fait que là, on a vraiment besoin du double pivot. Donc le couple idée personnelle, idée stage ne peut pas se retrouver à la fois dans formateur et dans stagiaire. Ça veut bien dire que pour un stage donné, et donc un personnel ne peut pas être à la fois en tant que formateur et stagiaire. Il ne peut pas, pour ce stage, avoir les deux étiquettes à la fois. Mais c'est bien pour un stage précis et un personnel précis. D'où le fait qu'on a le double pivot. Alors, les clés des pivots doivent obligatoirement, bien sûr, être présentes dans les associations concernées par la contrainte. Si vous mettez des pivots et que vous récupérez donc des identifiants, forcément, il faut tester leur présence dans les liens, dans les associations liées par la contrainte. Donc, évidemment, ne mettez pas de pivot sur des entités qui ne sont pas reliées à l'association concernée, ça n'aurait aucun sens. Alors par contre, l'absence de pivot signifie que tous les pivots sont présents, c'est-à-dire qu'ici, vous pourriez très bien représenter les choses sans mettre les pointillés. Si vous ne mettez pas les pointillés, c'est qu'on comprend que par défaut, vous les prenez tous. Et d'ailleurs, vous allez peut-être me dire, mais bon, c'est toujours logique de mettre tous les pivots. En fait, non. Il y a certains cas où effectivement, un pivot suffit. Tout dépend de ce que l'on veut traduire. Donc c'est d'où le fait que je vous ai donné différents schémas. Mais effectivement, on va dire que très souvent, la présence de l'ensemble des pivots est nécessaire. On a fait le tour de la contrainte d'exclusion qu'on a vu sur héritage et sur association. Voyons maintenant une nouvelle contrainte, c'est la contrainte de partition. Alors voyons d'abord sur héritage. On va reprendre un exemple qu'on a déjà donné. Un réservoir est forcément enterré ou aérien. Un réservoir enterré a un débit maximum. Un château d'eau, qu'on appelle aussi réservoir aérien, a un temps de remplissage. Alors on a affaire à un héritage classique où il y a des informations qui concernent tous les réservoirs et puis on a le débit max pour les réservoirs enterrés et le temps de remplissage pour les réservoirs aériens. Alors dans quel cas on est ici? On a bien une couverture. Pourquoi? Parce que les réservoirs sont soit enterrés soit aériens et ils ne peuvent pas être autre chose. Et puis on a une disjonction puisque un réservoir enterré ne peut pas être aussi aérien. C'est soit l'un soit l'autre, ça ne peut pas être les deux. Et bien cette contrainte qui fait couverture plus disjonction et non pas non-couverture comme on avait vu tout à l'heure, c'est une contrainte de partition qu'on va noter sous forme de plus ou qu'on peut noter aussi sous forme de xt qui symbolise en fait l'exclusion plus la totalité. Une nouvelle contrainte qu'on va voir dans pas longtemps. Donc là, on va le noter, encore une fois, entre les branches d'héritage, de façon à représenter la contrainte. Alors, c'est assez facile de se rappeler du plus, parce que là, on est vraiment dans la notion de enterré plus aérien égale réservoir. On a bien une disjonction, donc on n'a pas des choses en commun entre enterré et aérien. Donc la somme des deux me donne précisément la totalité des réservoirs. Voyons maintenant la contrainte de partition sur association. Une analyse est forcément sur un captage ou sur un réservoir, mais pas les deux à la fois. Donc là, on va retrouver une entité analyse avec des informations dans l'analyse. On retrouve les entités captage et réservoir, et une analyse est soit sur un captage, soit sur un réservoir. Vous remarquez les cardinalités 0, 1. Pourquoi? Parce qu'une analyse, c'est pas forcément sur un captage, c'est pas forcément sur un réservoir, mais par contre, c'est forcément sur l'un ou l'autre. D'où le fait qu'on va rajouter une contrainte de partition, parce qu'effectivement, on a bien couverture, c'est-à-dire que c'est forcément l'un ou l'autre, ça ne peut pas être autre chose, et on a bien disjonction, puisque ça ne peut pas être sur les deux à la fois. Et cette fois-ci, le pivot est sur uniquement idée analyse. Alors en réalité,
comme on a affaire à des CIF, à des dépendances fonctionnelles entre entités, ça va se traduire en réalité par deux clés étrangères, vous savez dans l'analyse, puisqu'on ne va pas créer des associations, et ce sont les clés étrangères qui vont tout simplement être remplies soit l'une soit l'autre, pas les deux, et pas aucune. Il y a forcément une des deux clés étrangères qui sera remplie. Voilà comment, dans cet exemple précis, sera traduit la contrainte de partition. Alors, on n'a qu'un pivot, et là, on s'en doute. Vous vous doutez bien que vous n'allez pas mettre des pivots sur le captage et réservoir. Je vous rappelle que la présence des identifiants est obligatoire au niveau des associations, qui là se traduit évidemment par les clés étrangères, mais ici, on a un lien que sur ID captage, donc on n'a pas de ID réservoir, donc un pivot sur ID réservoir n'aurait pas de sens, puisqu'il ne serait pas présent ici, et de même ici, un pivot sur ID captage n'aurait pas de sens au niveau de cette dépendance fonctionnelle. Donc c'est vraiment que ID analyse qui est soit présent ici, et pas les deux à la fois, et pas dans aucun des deux, et qui va se traduire évidemment à cause des dépendances fonctionnelles par les clés étrangères. Voyons maintenant la troisième contrainte qui porte sur ces notions de couverture et de disjonction. C'est la contrainte de totalité. Alors encore une fois, on va le voir sur héritage et sur association. Alors un stage peut porter sur une matière, il peut préparer un examen, il peut aussi être les deux à la fois. Donc là, on a l'entité stage avec différentes informations, et puis on a les stages qui préparent aux examens, il faut savoir quel est l'examen concerné. On a les stages qui préparent à une matière et on veut connaître la matière concernée. Donc on a bien la notion de couverture parce qu'un stage ne peut pas être autre chose que pour un examen ou pour portant sur une matière. Par contre, on n'a pas de disjonction, on est en non-disjonction. Pourquoi? Parce qu'on nous dit bien qu'un stage peut porter sur les deux à la fois. C'est-à-dire que c'est un stage qui est sur une matière précise, mais en préparant un examen précis aussi. Donc on est dans le cadre de la totalité, couverture plus non-disjonction, et on va le noter sous forme de T pour pouvoir faire le lien entre les deux, pour avoir cette contrainte de totalité. Voyons maintenant la contrainte de totalité sur association. Une commande peut comporter des menus, elle peut aussi comporter des articles à la carte, voire les deux, mais au moins l'un des deux. Donc là, on retrouve l'entité commande, on retrouve l'entité menu et l'entité article, et on a une association pour avoir les éventuels menus qui ont été passés en commande, et puis une association article-com qui permet de connaître les éventuels articles qui ont été passés dans la commande. On a une contrainte de totalité entre les deux, parce qu'on a bien effectivement couverture, puisqu'on ne peut pas avoir autre chose que des menus ou des articles. Par contre, on a non-disjonction. Pourquoi? Par rapport à ID commande, parce que pour une commande, on peut avoir les deux. On peut avoir des menus et on peut avoir des articles. Donc on a bien couverture et non-disjonction. Donc on a totalité. Il y a totalité entre les deux associations sur le ID commande. C'est bien le ID commande qu'on va vérifier dans les deux. On est bien d'accord qu'il y a forcément un ID commande dans l'un ou dans l'autre. Il y a forcément au moins l'un des deux qui est commandé. Par contre, le ID commande, on peut le retrouver dans les deux. D'où le fait qu'il y a non-disjonction. Une commande contient au moins un menu et ou un article. Le fait qu'il y ait et montre bien la non-disjonction. Voyons une nouvelle contrainte, plus rare, mais il faut quand même la connaître, c'est la contrainte d'égalité, qu'on appelle aussi contrainte de simultanéité. Alors, elle existe par contre que sur association. Donc, voyons un exemple, c'est l'exemple classique qu'on donne d'ailleurs. Une personne qui pratique un sport fait partie d'une équipe et vice-versa. Donc là, on a des personnes, on a des sports, on a des équipes, et on va faire donc une dépendance fonctionnelle vers sport pour connaître le sport pratiqué, éventuellement aucun, vous voyez qu'il y a 0 ou un sport, l'appareil 0 ou une équipe, et puis on va faire une contrainte d'égalité entre les deux, c'est-à-dire qu'on est dans le cas où, avec un pivot sur ID personne, donc là évidemment comme on est dans dépendance fonctionnelle, ce sont les clés étrangères qu'on va tester, le ID sport et le ID équipe, donc il y a égalité entre les deux dépendances fonctionnelles sur ID personne. Dans personne, les clés étrangères sont soit remplies, soit vides, toutes les deux. C'est-à-dire que soit il fait un sport et il fait partie d'une équipe, soit il ne fait pas de sport et il ne fait pas partie d'équipe.
Donc c'est l'un ou l'autre. Alors cette contrainte d'égalité, on peut la noter S aussi pour représenter la simultanéité. Les deux représentations sont totalement identiques. Alors, passons maintenant à la plus intéressante à mon avis des contraintes, c'est la contrainte d'inclusion. Cette contrainte n'existe pas sur héritage, donc c'est que sur association. Donc là, prenons un exemple, les inscrits à un stage sont sélectionnés parmi les demandeurs de ce même stage. Donc on peut imaginer qu'entre personnes et stages, on a une association demandeur, on va noter l'ensemble des personnes qui veulent participer à ce stage, et puis parmi ces personnes, on va sélectionner des inscrits, et par contre au niveau des inscrits, on a un attribut supplémentaire présent parce qu'on notera la présence. D'où le fait qu'on crée par exemple deux associations séparées. Mais dans ce cas-là, ce qu'on veut, c'est que, évidemment, on n'inscrive que des personnes qui ont demandé ce stage. D'où le fait qu'il y a une contrainte d'inclusion avec comme pivot ID personnes, ID stage. Donc qu'est-ce qu'on va faire? En fait, la flèche est bien sûr obligatoire pour pointer sur le plus grand ensemble. Et il y a inclusion d'inscrits dans demandeur sur le couple ID personne, ID stage. C'est-à-dire qu'on va vérifier le couple ID personne, ID stage dans inscrit. Et ce couple-là, on va contrôler qu'il était bien présent dans demandeur. S'il n'est pas présent dans demandeur, il ne peut pas être ajouté dans inscrit. Donc vous pouvez très bien imaginer derrière le petit programme qui va vérifier au moment où on essaye de faire un insert dans inscrit, qui va vérifier que le ID personne et ID stage qu'on essaye d'insérer dans inscrit est bien déjà par un select déjà présent dans demandeur. Donc ça vous donne une petite idée du genre de programme que l'on peut écrire. Donc là, un couple présent dans inscrit doit être présent dans demandeur. Alors il existe une variante très intéressante et assez courante de la contrainte d'inclusion, c'est l'inclusion à portée multiple. Alors voyons un exemple, une personne peut conduire un véhicule que si elle possède le bon permis. Donc on va avoir des personnes, on va avoir des permis, des véhicules. On a une dépendance fonctionnelle entre véhicule et permis pour savoir quel est le permis nécessaire pour conduire ce type de véhicule. Et puis on a aussi bien sûr l'association possède entre personne et permis pour savoir quels sont les permis que possède la personne. Parce que pour pouvoir ensuite insérer dans conduit, il faut qu'on vérifie que la personne possède le permis nécessaire pour conduire ce véhicule. Bien là, on a une contrainte d'inclusion, et l'inclusion, elle est sur possède, et elle porte aussi au niveau des liens sur conduit et sur la dépendance fonctionnelle entre véhicule et permis. Et les deux doivent être inclus dans possède par rapport au pivot ID personne et ID permis. Alors, expliquons un petit peu le fonctionnement. Au moment où je veux insérer par exemple un tuple dans conduit, c'est-à-dire que je veux faire en sorte je veux enregistrer le fait qu'une personne, l'ID personne et l'ID véhicule puissent être insérés dans conduit, donc j'enregistre un nouveau tuple. Donc est-ce que j'ai le droit de l'enregistrer? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les pivots, donc ID personne et ID permis. Comment je fais pour avoir ID permis à partir de conduit? Bien, conduit, c'est pour conduire un véhicule. Or, un véhicule, il a en clé étrangère le ID permis. Pour conduire ce véhicule, j'ai besoin d'un ID permis précis. Donc, à partir de conduit, je suis capable, directement et indirectement, de récupérer l'ID personne et l'ID permis correspondant pour ce véhicule. Eh bien, ce couple, je vais vérifier qu'il est présent dans possède. Je vais voir si, effectivement, la personne possède le permis nécessaire pour conduire ce véhicule. Et si elle possède ce permis, à ce moment-là, je pourrais faire l'insertion dans conduit. Voilà à quoi sert ce genre de contrainte, à pouvoir écrire le code, le programme dans la base de données, qui va me bloquer éventuellement une insertion dans conduit qui ne correspondrait pas à cette contrainte, qui ne respecterait pas cette contrainte. Alors, la contrainte à portée multiple, on a forcément des pivots qui sont... c'est très simple, il suffit de retenir qu'il y a forcément les pivots autour de l'association du grand ensemble. Donc ça pointe toujours, il faut trouver le grand ensemble, et l'ensemble possède contient deux liens, il contient ID personne et ID permis, donc on a forcément deux pivots qui portent sur ID personne et ID permis. Attention aussi, une astuce à retenir, quand on a une contrainte d'inclusion, elle est forcément dans un cercle fermé, puisqu'il faut qu'on puisse retrouver les informations en tournant dans le cercle. Donc là, vous voyez qu'on retrouve dans conduit
le ID véhicule qui me donne aussi l'ID permis, donc qui me donne le pivot. Donc comme on l'a vu précédemment, hein, au niveau des pivots, il faut qu'on puisse retrouver les informations qui sont les identifiants qui sont dans les associations. Il nous reste à voir une dernière contrainte, la contrainte d'unicité, et qui n'existe encore une fois que sur association. Alors prenons un exemple. Pour chaque captage de secours affecté à un réservoir, un technicien est désigné comme responsable de son activation. Donc on va avoir captage, réservoir, technicien. On a l'association secours pour savoir donc le captage de secours affecté à un réservoir. Donc on a cette association avec par exemple des remarques dedans. Et puis on veut savoir pour le secours, pour l'association secours, quel est le technicien affecté. Alors, il y en a certains qui vont spontanément penser à la dépendance fonctionnelle qui part de l'association. On va rappeler cette représentation dans un second temps, mais a priori, d'abord, on parle de contrainte d'unicité, c'est-à-dire qu'en réalité, on a un peu comme une ternaire entre réservoir, captage et technicien, avec une contrainte d'unicité, réservoir, captage, technicien. Alors, certains représentent juste la contrainte d'unicité sans mettre la ternaire. Certains représentent les deux, hein, il y a plusieurs représentations possibles, et il y a bien unicité sur le couple ID captage, ID réservoir pour obtenir ID technicien. Donc se traduit par ID technicien en fait en clé étrangère dans secours. Donc là ça doit vous rappeler évidemment quelque chose. L'unicité traduit une dépendance fonctionnelle. Et c'est la seule contrainte qui modifie la structure de la base de données, ce qui n'est pas très logique. Donc du coup, on va éviter cette représentation. Alors vous devez savoir la lire, évidemment, mais d'une manière générale, vous préférez certainement la représentation sous forme d'une dépendance fonctionnelle qui part d'une association. Donc on reprend captage, réservoir, technicien et l'association secours, et on a bien dépendance fonctionnelle qui part de secours vers technicien et qui va se traduire par une clé étrangère dans secours pour avoir le technicien. Donc cette représentation est bien sûr, à mon avis, plus visuelle et permet d'éliminer ce cas particulier un peu gênant de l'unicité comme seule contrainte se traduisant par une modification de la structure de la base de données. Il est temps de passer à plusieurs exercices. Alors pour chaque exercice, je vais vous proposer un énoncé et vous allez devoir essayer de le faire par vous-même avant. Évidemment, avant de voir la correction, ça sera quand même plus formateur pour vous. Donc voilà la première proposition. Suivant le type de pathologie, certains médicaments sont conseillés, d'autres sont totalement proscrits. Pour chaque médicament conseillé, il faudra mémoriser la posologie. Donc faites une pause et réfléchissez avant évidemment de regarder la solution. Donc voici directement la solution proposée. Donc on retrouve l'entité pathologie et l'entité médicament. On a des médicaments proscrits, on a des médicaments conseillés pour lesquels on enregistre la posologie, et évidemment, on a bien une contrainte d'exclusion avec comme pivot ID pathologie et ID médicament. Pourquoi? Parce que, évidemment, un médicament pour une pathologie, s'il est proscrit pour cette pathologie, ce médicament ne peut pas être en même temps conseillé pour cette pathologie. Il y a exclusion, pourquoi? Parce qu'un médicament peut très bien être ni conseillé ni proscrit pour cette pathologie. C'est-à-dire qu'il ne fait rien de grave, mais on ne va pas l'utiliser non plus pour soigner cette pathologie. Deuxième énoncé, une agence de location de véhicules propose 3 types de véhicules. Les véhicules légers, les véhicules utilitaires, les camions. Pour les véhicules légers, le modèle et la marque sont renseignés, ainsi que le nombre de chevaux. Pour les utilitaires, la capacité en mètres cubes est précisée. Enfin, pour les camions, le tonnage et la hauteur sont donnés. Pour chaque type de véhicule, une photo est proposée. Donc là, on vous donne un ensemble d'informations. Essayez de construire le schéma correspondant, évidemment, avant de regarder la correction. Et évidemment, n'oubliez pas, on est dans des exercices de contraintes aussi. Hein. Donc, s'il y a contraintes, il va falloir les utiliser. Ou s'il y a des notions d'extension Meurice qu'on a vues jusqu'à maintenant. Ok, donc là, je vais vous montrer la correction correspondante. Donc, on a, alors ça a été fait sous InDesign, d'où le fait que l'héritage, c'est ce que je vous disais tout à l'heure,
est représenté sous cette forme-là, c'est-à-dire que vous avez une seule flèche vers l'entité mère et vous avez des liens vers les différentes entités filles. Alors, on a la représentation XT qui est aussi la notation dont je vous ai parlé, qui représente finalement le plus, la partition. Pourquoi? Parce qu'un véhicule, il est soit léger, soit utilitaire, soit camion, il ne peut pas être autre chose. Et il ne peut pas être à la fois l'un de ces trois catégories. Donc on a bien partition entre les trois entités filles. Ensuite, on a des informations qui sont spécifiques à chacun. On avait les chevaux d'un côté, le cubage, le tonnage et la hauteur. Alors là, je me suis amusée à sortir le modèle et la marque. Et j'ai même fait une numérotation du modèle par marque. C'était pas du tout obligé, vous pouviez très bien mettre modèle et marque directement dans le véhicule léger. C'était juste pour aller un petit peu plus loin dans la précision, l'organisation de l'exercice. Ce qui était important, c'était de repérer évidemment la partition au niveau de l'héritage. Exercice suivant. Dans une université, un professeur peut être responsable d'un ou plusieurs cours dès qu'il a participé à au moins une publication. Plusieurs professeurs peuvent être responsables du même cours. Un cours a un nom, un niveau requis. Il faut mémoriser le titre et la date de chaque publication. Donc vous voyez, il y a des informations sur les cours, sur les publications. Et pour chaque professeur, il faut mémoriser son nom, son téléphone, son adresse, email et savoir si c'est un chercheur. Donc là, on a un ensemble d'informations sur les professeurs, les cours, les publications. Mais aussi, il faut tenir compte de ce qu'on nous dit au début. C'est-à-dire qu'un professeur peut être responsable d'un ou plusieurs cours dès qu'il a participé à au moins une publication. Donc vous réfléchissez, vous essayez d'écrire le schéma avant de voir la représentation. Donc voilà la solution. On a bien les informations dans professeur avec aussi un booléen chercheur oui non pour savoir si c'est un chercheur. Les informations qu'on nous a demandées dans cours et dans publication. Et puis, on a une association responsable entre professeur et cours pour savoir de quel cours il est responsable. Et puis on a aussi une association auteur pour savoir de quelle publication il est auteur. Et il ne peut être présent dans responsable que s'il a au moins publié une publication. D'où la contrainte d'inclusion entre responsable et auteur pour savoir donc, et uniquement sur ID professeur, pour vérifier que si jamais on ajoute un tuple dans responsable avec ce professeur-là, il faut vérifier que ce professeur-là est bien présent dans auteur. Donc on avait bien ici une contrainte d'inclusion. Exercice suivant, un stage porte sur un ensemble de compétences. Un formateur possède un ensemble de compétences. Plusieurs formateurs peuvent intervenir sur un même stage, à condition bien sûr qu'ils aient toutes les compétences requises. Alors réfléchissez bien, vous avez déjà normalement repéré les entités concernées et les associations, et là vous doutez bien qu'il va falloir créer encore une fois une contrainte pour respecter le fait que plusieurs formateurs peuvent intervenir sur un même stage, à condition bien sûr qu'ils aient toutes les compétences requises. Donc essayez de le faire par vous-même avant de regarder la correction. Alors voici la correction, on avait affaire effectivement à une contrainte d'inclusion multiple. Alors, comment ça fonctionne? On a bien l'entité compétence, l'entité formateur, l'entité stage. On sait qu'un formateur a des compétences, donc on a l'association compétences formateur. On sait que pour un stage, il est nécessaire d'avoir des compétences spécifiques, d'où l'association compétences-stage entre compétences et stages. On sait aussi qu'un formateur peut intervenir sur des stages. Et là, très nettement, c'est au moment où on va insérer des tuples dans intervenant qu'il va falloir faire un certain nombre de vérifications. Donc, qu'est-ce qu'on va vérifier? Eh bien, on va vérifier quelles sont les compétences nécessaires pour ce stage. Et ça, on peut le faire parce que à partir du moment où on insère dans intervenant, on a le ID formateur et le ID stage. Et à partir d'un ID stage, on est capable, par un select, de récupérer toutes les ID compétences correspondant pour ce stage. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, on va vérifier effectivement que pour ce formateur et la compétence concernée, on va regarder si la compétence, pour chacune des compétences concernées, évidemment pour le stage, on va vérifier si cette compétence est présente dans compétences formateur.
Donc on a bien contrainte d'inclusion sur le couple idée compétences idée formateur, mis à part qu'on va boucler sur chacune des compétences du stage concerné. Donc on imagine le programme derrière dans la base de données qui va se déclencher automatiquement dès qu'on essaye d'insérer un couple dans intervenant. Alors exercice suivant. Dans chaque classe, chaque cours est enseigné par un seul professeur. Pour chaque classe, il faut connaître le volume horaire réservé pour chaque cours. Donc là aussi, vous faites une pause et vous réfléchissez avant de regarder la correction. Donc on retrouve l'entité classe, l'entité cours, et puis on a l'association cours-classe avec le nombre d'heures. Il faut connaître le volume horaire réservé pour chaque cours dans chaque classe. Donc ça, c'est ce qu'on a représenté. La deuxième phrase représente finalement ce qu'on a représenté en haut du schéma. Et dans chaque classe, chaque cours est enseigné par un seul professeur. Donc pour une classe et un cours donné, donc cours-classe, on n'a qu'un seul professeur. On a une contrainte d'unicité qu'on peut représenter tout simplement par une dépendance fonctionnelle de cours-classe vers professeur, sachant que d'une classe à une autre, ça ne va pas être le même professeur qui enseigne le même cours, et un même cours et des cours différents, même dans une même classe, ne sont pas enseignés par le même professeur. Donc on a bien une contrainte d'unicité, donc une dépendance fonctionnelle, qui va se traduire par une clé étrangère idée professeur dans l'association cours-classe. Dernier exercice, alors un petit peu plus long parce qu'on va travailler un peu plus sur un autre type de lien. Une agence de voyage organise des séjours à thème. Un séjour est repéré par une destination principale et une date. Il ne peut pas y avoir deux séjours différents pour une même destination et une même date, donc ça doit vous interpeller déjà au niveau de la représentation. Les destinations possibles sont des villes situées dans des pays. Donc là aussi, vous pouvez essayer d'optimiser l'organisation des informations. Pour chaque séjour, il faut mémoriser la durée en nombre de jours, le tarif, le type du séjour. Donc on voit bien qu'il y a des types qui sont bien précisés, historiques, scientifiques, donc ça doit vous pousser aussi à faire quelque chose, ainsi que la liste des activités prévues pour le séjour. Chaque activité spécifique à un séjour est numérotée par séjour. N'oubliez pas le principe de numérotation par séjour, ça doit vous interpeller aussi. Première activité du séjour, seconde activité du séjour, etc. Il faut mémoriser le nom de l'activité ainsi que son tarif. Les activités sont souvent payantes. Il arrive que certaines activités soient découpées en sous-activités. Il faut alors mémoriser l'ordre des sous-activités et leur nom. Donc là aussi, on se doute, première sous-activité, etc. Suivant les séjours, certaines options sont proposées, chambre individuelle, pension complète, etc. Ces options peuvent être sélectionnées pour différents séjours. Donc là, on n'a plus cette notion d'activité qui sont numérotées par séjour. Là, on peut avoir des options qui servent à plusieurs séjours. Donc encore une fois, vous faites une pause, vous essayez de faire l'ensemble du schéma avant de regarder la correction. Donc voici la correction. Donc on retrouve les séjours. Alors vous remarquez qu'un séjour est repéré par une date et par une destination, d'où le lien relatif entre date et ville, sachant que ville, je l'ai aussi relié par rapport à pays par un lien relatif. Donc dans un pays, une ville et une date, je ne peux avoir qu'un seul séjour. C'est bien ce qui était précisé au niveau du sujet. Ensuite, les séjours sont classés par type. Donc là, on a une dépendance fonctionnelle totalement classique vers type de séjour. Et puis, on nous a dit que les activités étaient numérotées par séjour. Première activité du séjour, etc. D'où le fait qu'il y a un lien relatif qui va de activité vers séjour pour numéroter les activités par séjour. Alors attention, du coup, l'identifiant d'activité, la clé primaire, ça va être ID activité plus la clé primaire de séjour, c'est-à-dire date plus ID ville plus ID pays, puisque l'identifiant de séjour est composé de 3 parties. Donc là, on va avoir 4 attributs pour l'identifiant d'activité. Ensuite, sous-activité numérotée aussi par activité, et là, du coup, on se retrouve avec 5 attributs pour l'identifiant, puisque c'est ID sous-activité plus l'identifiant d'activité qui est déjà composé de 4 parties. Donc ça ne doit pas vous choquer, on peut très bien se retrouver dans des situations de ce type-là. Donc après, on avait les options, on nous dit bien qu'une option peut être utilisée pour plusieurs séjours, et qu'un séjour peut avoir plusieurs options possibles.
Donc là, on avait affaire à une association totalement classique. Bon, cet exercice était surtout pour vous montrer un petit peu, enfin pour vous faire pratiquer le lien relatif, qui reste quand même quelque chose qui a été ajouté avec les notions, des ajouts de Meurice. Voilà, ce cours est terminé. Je vous invite à faire des exercices applicatifs, mais surtout à suivre le cours Trigger qui va vous montrer concrètement à quoi servent ces contraintes au niveau de la base de données. Donc je vous dis à très bientôt.